Et c'est parti, 11h02. Bon, à nouveau, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce sixième webinaire de la série Expérimenter la circularité. Donc, je suis Alice et on vous accueille avec Hortense pour l'ensemble des webinaires de cette série. On travaille au CERIEC, c'est le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire. Et il est basé à l'ETS à Montréal, puis c'est là où nous sommes aujourd'hui. En tout cas, quatre d'entre nous que vous allez entendre aujourd'hui. Cette série de webinaires, elle est issue du projet du Lab Construction. C'est un laboratoire d'accélération en économie circulaire pour le secteur de la construction. Le dispositif a permis de mener 19 projets d'expérimentation qui ont été co-créés avec les différentes parties prenantes pendant ces 3 années d'opération. Et ces projets ont permis de tester et de démontrer des stratégies de circularité pour le secteur. Ces 19 projets sont portés par un ensemble d'acteurs et actrices issus de la recherche du secteur privé et du public. Et ce sont les personnes qu'on a invitées tout au long de la série pour venir raconter leur expérience et partager leurs apprentissages des projets du lab. Donc aujourd'hui, on va explorer la rénovation résidentielle. Vous voyez à l'écran la liste des autres webinaires. Il nous en reste plus que 2 après cette série. Le lien pour vous inscrire aux 2 dernières séances vous est mis vous êtes mis dans le chat par notre collègue Émilie et ils auront lieu lundi et jeudi prochain. Donc, on parlera dans les prochaines séances plus de leviers réglementaires et réemploi et valorisation des résidus CRD. Donc, voilà pour l'introduction. Aujourd'hui, on parle de rénovation résidentielle circulaire, les freins et les opportunités. On reçoit 4 invités. Donc, bienvenue à vous 4 et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous présente brièvement. Donc, on a Béchara, professeur à l'école d'architecture à l'Université de Montréal. Donc, c'est un habitué maintenant de la série de webinaires puisque tu as déjà participé. Et du lab, ouais. Et c'est très agréable. Ouais. Ouais, c'est ça, vous l'avez peut-être déjà vu, Béchara, dans le webinaire numéro 2, Boucler les boucles. Il était là pour parler du projet sur les bâtiments adaptables, mais aujourd'hui, il va nous parler d'un autre projet, duplex circulaire. On a François Dufaux qui est en ligne avec nous. François est professeur à l'université Laval, à l'école d'architecture, puis il a travaillé sur le réemploi des bâtiments à Trois-Rivières. On a Caroline Bonjour à tous. avec nous à l'ETS qui est chargée de développement en économie circulaire à Architecture sans frontières Québec. Puis Mustapha qui est aussi en ligne, professeur au département des génies des systèmes de l'ETS. Et donc Caroline et Mustapha, ils ont tous les deux travaillé sur le projet d'optimisation d'un centre de réemploi de matériaux de construction. Donc, merci encore de votre présence aujourd'hui à l'ETS en ligne, c'est super apprécié. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques informations techniques. Donc, celles et ceux qui ont déjà participé aux autres webinaires les connaissent, mais je les rappelle brièvement. Donc, on est en mode webinaire, le chat est désactivé. Vos questions peuvent être inscrites dans la boîte questions-réponses en bas de votre écran. On va pouvoir répondre à certaines questions par écrit. Merci à notre collègue Émilie qui est là aujourd'hui pour nous soutenir là-dessus, donc qui pourra répondre à vos questions. Et puis, on prendra en compte certaines de vos questions pour les poser aux panélistes en fin de webinaire. Vous pouvez aussi ajuster la taille de la présentation et de la vidéo grâce à la barre au milieu de votre écran que vous pouvez faire glisser. Tous les résultats des projets d'expérimentation mentionnés dans les webinaires sont maintenant disponibles sur la plateforme web du Lab Construction. On vous fournira le lien en fin de session. Donc ça y est, elle est vraiment en ligne. Vous pouvez même déjà retrouver les rediffusions des webinaires précédents sur la plateforme. Donc justement, ce webinaire est enregistré puis il sera aussi disponible sur la plateforme et sur la page YouTube du CERIEC. Donc maintenant, on va commencer à discuter de rénovation circulaire. Donc depuis le début, on aborde différentes facettes de l'économie circulaire. On l'a vu depuis le webinaire 1, c'est un enjeu complexe et il y a plein de niveaux d'intervention possibles. Aujourd'hui, donc, on se penche spécifiquement sur les opportunités de rénovation résidentielle circulaire, car même si souvent ces interventions sont à une plus petite échelle,
elle représente une grande partie des interventions sur notre environnement bâti. Et il y a donc un grand niveau d'impact potentiel sur la rénovation. Puis d'ailleurs, Béchara, c'est ce qui vous a poussé à développer le projet Duplex circulaire avec Alexandre Landry. Et ce projet, il est parti d'une demande vraiment classique pour un architecte, une rénovation résidentielle classique, un duplex, une famille dont les besoins changent, avec un budget correct mais limité. Donc, si tu veux nous parler de votre cheminement à toi et Alexandre Landry pour amener de la circularité dans ce type de projet. Oui, absolument. Bon, ben, merci beaucoup pour la présentation, puis merci de m'inviter encore. Donc oui, le duplex circulaire, donc peut-être pour le mettre en contexte un petit peu, c'est vraiment parti d'une réflexion d'Alexandre et de moi-même, bien sûr, qui travaille sur l'économie circulaire depuis quelques années, sur la façon de gérer les transformations. Et le premier réflexe qu'il y a vraiment, c'est de tout démolir et de construire de nouveau. Et puis quelque part, il y a une réflexion qui se fait qui dit, dans tous ces petits condos, ces petits duplex qu'on vient changer, ces triplex, à un moment donné, l'impact cumulé devient énorme sur l'environnement. C'est pas des grands bâtiments, c'est pas des aéroports ou des ponts, je dis toujours ça, mais c'est des petits bâtiments qui font qu'à un moment donné, ça a un impact assez conséquent. Et on revenait aussi sur toute cette idée de pas de nouveaux bâtiments. Ça fait quelques années qu'on voit des articles apparaître. 2019-2022, vous le savez, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Donc, on commence à essayer de voir comment on pouvait faire ça dans un projet qui est un projet spécifique. Donc, un duplex, on ne sait pas trop quelle année a été construit, les années 20, les années 30. C'est ça, c'est un peu flou, justement. C'est donc une famille qui a approché Alexandre pour lui demander de retravailler sur ce duplex-là. Et on s'est dit que c'était une excellente opportunité de voir jusqu'où on peut aller du point de vue circulaire. Comment on pouvait le rendre plus circulaire, en fait. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié quelques stratégies, en fait, à partir de cette commande-là pour voir comment on pouvait changer les choses. Donc, une des premières stratégies, et là, je me réfère à cette liste de stratégies d'intervention finalement sur l'existant. On parle beaucoup de recycler, de réutiliser, etc. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, il y a beaucoup d'éléments. Et le plus important pour nous, c'était refuser déjà. C'est de commencer avec l'élément le premier, première position, c'est de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de changer les choses? Donc à partir de là, tout s'est mis en branle à partir de là, en se disant, est-ce qu'on peut faire une sorte d'acupuncture de l'architecture où on vient changer seulement ce qui est nécessaire et pas tout ce qui a besoin d'être changé. La deuxième stratégie, c'était donc identifier les éléments fixes. Donc, dès le début du projet, ça a été de dire qu'est-ce qu'il ne faut pas bouger, qu'est-ce qui doit absolument rester en place, parce que, et là, on revient sur un autre aspect théorique de la chose, c'est les shearing layers, une théorie des années 90 déjà, qui disait un bâtiment n'est pas un bâtiment monolithique, c'est plutôt une série de couches qui ont des durées de vie différentes. Et donc, plutôt que d'intervenir sur toutes les couches en même temps, on essaie d'imaginer le bâtiment pas comme tout ensemble collé, en disant la mécanique, c'est à part de la structure, c'est à part de l'enveloppe, c'est à part des murs qui ne sont pas porteurs, donc c'est un peu évident. Mais donc, la première chose, ça a été d'identifier les éléments qui étaient fixes, qu'il ne fallait surtout pas toucher. Donc, c'est la première étape de toute façon, c'est de faire un état des lieux et de voir qu'est-ce qu'on touche et qu'est-ce qu'on ne touche pas. La troisième stratégie, ça a été ensuite, bien sûr, de s'insérer dans l'existant. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié, ça s'est fait un petit peu sur le tas, hein, je dois dire, on essayait des choses, il y avait des propositions qui étaient faites, etc. Mais ce qu'on a réussi à faire à la fin, c'était de faire un petit retour théorique sur les choses en disant, donc, on a des différents types d'insertions. Des insertions qui peuvent être programmatiques ou non programmatiques, qui sont structurales ou non structurales, qui peuvent être solidaires ou non solidaires, c'est-à-dire qu'elles sont faciles ou pas faciles à démonter dans le futur, et puis surtout des matériaux neufs ou des matériaux récupérés. Donc, et donc, ce que vous voyez, les insertions A, B, C, D, E, etc., c'est vraiment des différentes catégories, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est différentes catégories en fait, d'insertion. Euh, au même niveau que les insertions, en fait, et en fait c'est un peu en parallèle, c'est qu'on pensait aussi, une des opérations qui était intéressante, c'était de dégarnir simplement les choses. Donc plutôt que de vraiment y aller en disant on enlève au complet, c'était d'enlever seulement en partie pour rendre les choses intéressantes et ensuite de venir reprotéger les éléments dégarnis, soit par des insertions, soit par des recouvrements pour assurer une certaine performance de sécurité incendie, etc.
Et puis ensuite, découper les éléments existants, donc reprendre, donc ça c'est assez évident, je dirais, de prendre des murs, de recouper les murs et tout. Ce qui a été intéressant avec cette approche-là, ça a été de voir comment on pouvait intervenir sur des éléments un peu particuliers comme, donc les fenêtres, je vais en parler dans 2 minutes, mais comment on découpe en fait. Et comment c'est, le truc qui reste dans la rénovation de l'existant, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière les murs. Et ça a été la grosse difficulté. Donc, finalement, quand Alexandre et son équipe travaillaient sur la conception, ben, ils imaginaient des découpes de murs qui n'étaient pas nécessairement à la limite. On se donnait toujours du jeu. On se disait, ben, quelque part là, il y a un montant, mais on va couper un peu à côté. Comme ça, on n'a pas à gérer la position exacte du montant, parce que les choses sont très floues, en fait. C'est ce qui ressort beaucoup du travail qu'on a fait. Euh, et puis, donc, la dernière stratégie, c'était étirer les ouvertures existantes. Et ça, on le voit bien sur le petit diagramme avec la bande jaune. C'est qu'en fait, on peut intervenir sur l'extérieur, sur l'enveloppe, mais plutôt que d'imaginer un travail pour augmenter la lumière finalement dans un bâtiment, on a plutôt tendance à garder les choses. Donc, on garde le linteau, par exemple, on voit, on en tire profit, et on agrandit vers le bas pour avoir principalement plus de lumière, mais pas d'intervention structurelle. Ouais. Et ce que vous voyez ici à droite, c'est le travail qu'on a fait ensuite par rapport à des matériaux qu'on a pu récupérer chez Reco par rapport à des fenêtres. Donc, comment on peut les insérer? On a essayé de faire des jeux, de voir comment on pouvait monter une enveloppe avec ça. Donc, ce qui reste de la discussion, finalement, c'est vraiment des tensions entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. On ne sait pas grand-chose, en fait. On est toujours pris dans l'inconnu et on essaie de trouver ce qui est connu. Et puis, on est pris entre ce qu'il est possible de faire de façon circulaire et puis ce qu'on veut faire de façon générale. Et ça, c'est assez particulier parce que les attentes et les exigences des clients sont vraiment axées sur... c'est des clients comme normaux. Donc, ils ont des besoins, ils ont des choses qu'ils veulent faire. Des priorités, des programmes, des moyens aussi, des budgets. Donc, ce qu'ils veulent faire de façon générale, est-ce qu'on peut le faire de façon circulaire? Ce n'est pas toujours évident. Intervention dans l'existant, il y a beaucoup de conditions inconnues, je le disais. Et les documents contractuels, c'est toute une difficulté aussi, parce que la question des responsabilités, des garanties, de la gestion du risque, ben, qui c'est qui la prend? Qui gère l'inconnu? Est-ce qu'on peut le faire de façon générale ou circulaire? Donc, ce n'est pas clair. Et puis, ce qu'on a trouvé finalement, c'est que on a été bien parti par rapport au processus. C'est les processus qui ont vraiment fait la différence, qui ont fait que le projet finalement marche relativement bien par rapport à ça. C'est d'arriver à mobiliser tous les intervenants dès le début. Donc d'avoir l'entrepreneur, on n'a pas tous les sous-traitants bien sûr, mais l'entrepreneur est là depuis le début du projet. Il participe avec l'architecte, avec le client à la définition du projet. Et à partir de là, ben, on arrive à générer des expertises qui reste jusqu'à la fin du projet et on n'a plus besoin nécessairement de documents contractuels aussi lourds que ce qu'on pourrait avoir. Le BIM est un outil de contrôle qui serait idéal. On n'a pas réussi à l'implémenter parce que c'est un petit projet et ça c'est la difficulté du BIM dans un petit projet. C'est pas un pont, mais dans un duplex, c'est difficile de faire du BIM, ça coûte très cher. Et ce qu'on a surtout noté aussi à la fin dans les processus, ben, Reco était là depuis le début. Les chaînes d'approvisionnement sont extrêmement, extrêmement importantes. Voilà. Merci Béchara de nous montrer que c'est possible, qu'il y a des stratégies qui existent pour rénover de manière circulaire un duplex ou un petit bâtiment. Je pense que ça peut inspirer pas mal de monde, mais c'est sûr que comme tu le montres, là, il y a des limites et des défis à ça dans le contexte actuel. Toi, François, vous avez identifié dans le projet à Trois-Rivières d'autres limites à l'échelle municipale. Donc, vous avez fait une étude de cas sur le potentiel de réemploi des bâtiments sur la ville de Trois-Rivières. Et vous avez identifié des freins et des leviers à la rénovation à l'échelle municipale pour prolonger la durée de vie des bâtiments. Est-ce que tu peux, et puis oui, certaines de vos études de cas ont porté vraiment sur des bâtiments résidentiels, donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que vous avez trouvé? Oui, tout à fait. Alors, merci pour l'invitation. En premier cas, on avait choisi la ville de Trois-Rivières parce qu'elle est jusqu'à un certain point la ville générique au Québec. C'est-à-dire qu'elle est une ville assez banale où on trouve des tissus de toutes sortes d'époques avec du tissu institutionnel, religieux, public, résidentiel, industriel. Et dans ce sens-là, c'est une situation qu'on va retrouver dans toutes les villes du Québec, avec évidemment
ni l'emphase de représentation de la capitale à Québec, ni l'emphase de la métropole avec l'arrondissement Ville-Marie, par exemple. Euh, bon, alors la première chose qu'on a constaté, c'est effectivement, on voyait la ville de Trois-Rivières, comme plusieurs villes du Québec, couvre un territoire absolument énorme, dans lequel à peu près 90 du territoire n'est pas urbanisé. Et on s'est penché effectivement sur la partie la plus centrale, dans le fond, qui représente 3 du territoire. Mais vous avez à peu près les mêmes chiffres si vous travaillez sur Lévis ou Saguenay, hein. C'est pour comprendre aussi que les villes ont souvent cette espèce de dualité de gestion. On a étudié les permis de construction de 2016 à 2022. Vous en avez à peu près 5 500 qui ont été traités. Si on passe à l'image suivante, bon, dans le fond, on s'est rendu compte que la rénovation représente 82 pardon, des permis dans ce secteur-là. Donc, c'est assez important dans les demandes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un lien assez clair entre les cycles de vie des bâtiments, c'est-à-dire le moment où les bâtiments étaient construits, et puis effectivement, le moment où les permis sont demandés. On peut souvent voir que les bâtiments qui datent avant 1950 ont été construits avec un cycle de vie d'environ de 40 à 80, de 60 à 80 ans. Et puis les bâtiments après 1960, c'est plutôt 40 ans. Donc, ça veut dire qu'un bungalow des années de 1960 va aujourd'hui demander des travaux et puis une école de 1940 va demander aujourd'hui des travaux. Euh, Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que dans les travaux de rénovation, la plus grande majorité, c'est des petits travaux dans le résidentiel. La part institutionnelle est importante, mais elle est surtout concentrée sur un certain nombre de bâtiments publics, mais il reste que la majorité est résidentielle. Et c'est ce qu'on voit sur la carte, là, c'est tout ce qui est en bleu, en fait, qui parle finalement des petits projets résidentiels. Ça nous permettait de voir qu'à l'échelle urbaine, à l'échelle générale, effectivement, il y a un fort potentiel pour la question du réinvestir le patrimoine existant, rénover les bâtiments. Et là, on s'est dit, bon, mais dans le détail, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, quand on passe de l'échelle macroéconomique à l'échelle microéconomique, qu'est-ce qui motive, en fait, les décisions des différents acteurs? Donc, on a identifié, en fait, 6 thèmes, là, dans le fond, la rentabilité, l'aspect réglementaire, les politiques, les valeurs, les savoir-faire et puis les besoins. Et puis, on a étudié 19 cas. Ici, je vous en présente 2 parce qu'ils sont reliés au résidentiel. Un cas où vous avez un propriétaire occupant, finalement, où les questions des besoins étaient très importantes, où la conservation de l'aspect de la maison, donc les valeurs associées à l'architecture étaient importantes et où effectivement le bâtiment a été réalisé, accompagné par un architecte. Et un autre qui est plus classique, qui est une rénovation d'un triplex par un entrepreneur, un investisseur, et dans le fond, qui était préoccupé effectivement de la rentabilité, qui a fait plutôt, comme a parlé Béchara, d'un strip à l'intérieur complet, il a conservé un peu plus l'extérieur parce que la ville lui demandait, et ça a été conçu sans architecte. Et on voit que dans ce cas-ci, la rentabilité a été l'enjeu principal dans le choix de faire ces transformations majeures. Donc, on a essayé de comprendre effectivement quelles étaient les logiques comme ça macroéconomiques qui apparaissent et aussi microéconomiques au niveau des motivations des différents intervenants, et notamment dans ce cas-ci, dans le cas du résidentiel. Et puis, on s'est rendu compte effectivement que, bon, outre les intentions du porteur du projet, là, que ce soit le client ou dans ce cas-ci l'entrepreneur investisseur. Effectivement, il y a un peu le rôle des municipalités, dans quelle mesure la ville aide et encadre. Et dans le cas de Trois-Rivières, ben, la ville est très préoccupée d'aider les citoyens, mais finalement, elle exerce assez peu de contrôle sur les rénovations. Au niveau provincial, ben, effectivement, toutes les subventions à la rénovation notamment résidentielles, sont assez peu soucieuses du patrimoine en général ou de récupérer les choses. Donc, effectivement, et elles sont souvent assez normatives, hein, donc assez rigides. Ensuite, on s'est rendu compte que
le contrôle des loyers, en fait, exercé par la Régie du loyer, fait que quand on fait des rénovations mineures, on est limité à 3,8 d'augmentation, ce qui évidemment rend des rénovations mineures peu rentables ou pas rentables. Pensez simplement au taux d'intérêt actuel. Et donc, effectivement, quand on fait des rénovations de plus de 70 on est libéré de ce contrôle-là et on remet le bâtiment sur le libre marché. Et ça explique sans doute à la fois ce phénomène où on rénove plus que nécessaire et jusqu'à un certain point, ce phénomène qu'on appelle la rénoviction, qui est un effet pervers, en fait, du contrôle des loyers dans le cas québécois. Et juste pour dire, hein, dans le fond, on ne parle pas nécessairement de parler de 3,8 à 20 on parle que sans doute il faudrait réajuster peut-être de 3,8 à, je ne sais pas, à 8 ou quelque chose. Il s'agit de... La loi à l'origine sur le contrôle des loyers prévoyait 1 de plus que les taux d'intérêt, que les bons d'État du Québec. Donc, si les bons d'État sont à 6 ça doit être 7 et ainsi de suite. Et puis, enfin, au niveau fédéral, on se rendait compte effectivement que les problèmes de garantie qui sont liés finalement aux matériaux relèvent effectivement du fédéral. On se rendait compte aussi que le fédéral, jusqu'à maintenant, était peu intéressé aux questions du patrimoine matériel et plutôt dans la commémoration. Euh, et puis aussi que ce que a dit Béchara sur le fait que, dans le fond, quand on travaille avec des bâtiments existants, on sait très peu de choses et on a beaucoup d'inconnus. Eh bien, évidemment, ça ne rentrait pas nécessairement dans une politique qui essayait d'implanter un système uniforme d'habitation d'un océan à l'autre et qui avait peu intérêt à essayer de comprendre les particularités locales. Alors ça vous donne un peu trois types de contraintes au niveau des politiques. Ouais. Merci François, puis merci d'emmener la question du patrimoine et de la conservation du patrimoine parce que je pense que c'est quand même un enjeu majeur dans la rénovation résidentielle. Puis c'est ça, on veut conserver le patrimoine et aussi réduire l'empreinte matérielle de ces rénovations. Puis justement, Caroline, vous chez Architecture sans frontières Québec, votre posture est que faciliter le réemploi de matériaux, c'est aussi un moyen pour contribuer à préserver le patrimoine. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur spécifiquement ce que vous faites, votre approche chez ASFQ là-dessus? Oui, bien sûr. Donc, dans le programme d'économie circulaire, on a mis sur pied un magasin de réemploi, donc un centre de matériaux issus du réemploi ou sinon des surplus de chantier, des surplus manufacturiers. Donc, on tient à la fois du neuf et de l'usager. Et l'idée, avant tout, c'était de réduire le gaspillage systémique quand on fait des rénovations, qu'on puisse avoir des solutions concrètes pour venir déposer des matériaux qui sont encore bons. Et par le fait même, en procédant à une déconstruction soignée, ça permet de préserver les matériaux et le patrimoine, parce qu'à ce moment-là, on y va plus délicatement pour retirer les composantes architecturales et ça permet de donner une seconde vie à toutes ces matières. Et par exemple, pour tous les bâtiments d'avant 1950, où il n'y a pas trop d'adhésifs, il n'y a pas trop de multimatières, on est capable de reprendre, par exemple, des briques anciennes, du bois de charpente, d'excellente qualité, qui avaient été fabriquées selon des normes anciennes, qui ont beaucoup changé depuis. Donc, des fois, c'est presque choquant de voir qu'on jette nos choux gras. Et c'est pour ça que Architecture sans frontières voulait en faire son modèle d'affaires et pour changer les pratiques et préserver donc l'existant. Ouais, puis tu parles de changer les pratiques. En effet, c'est pas encore beaucoup dans les réflexes quand on rénove d'aller soit dans la préservation, soit dans la réutilisation de matériaux existants. Et on a encore cette culture du neuf qui est quand même forte, je pense qu'on peut le dire. Et donc, justement, pour rendre plus accessibles ces matériaux, puis cette rénovation circulaire, il faut que justement des structures comme les vôtres optimisent leur logistique et que les magasins de réemploi se rapprochent à quelque part des magasins neufs en termes d'expérience, de logistique, d'optimisation des flux, etc. Exact. Il y a tout un écosystème qui se met en place. Et donc, au niveau du changement d'échelle, nous, on est passé d'un petit commerce de 2500 pieds carrés sur 2 étages. Donc, c'était très difficile. Vous voyez, il y a des marches. Donc, pour sortir les matériaux, les gens devaient descendre les marches. Pour les rentrer aussi à l'arrière, on avait une mini-ruelle. Donc, c'était pas optimisé au niveau des processus et de l'arrivage des flux, de la sortie des flux.
Donc, on a pris beaucoup de temps pour trouver un lieu beaucoup plus adéquat pour que nos opérations soient optimisées. Et donc, on a déménagé vers un centre de 10 000 pieds carrés sur un seul étage avec des capacités de chargement sur palette, des dons que l'on reçoit à l'arrière. Et donc, on a mis des rampes. Cette photo-là, il n'y a pas des rampes encore, mais il y a une rampe qui permet de sortir la marchandise sur des chariots. Donc, ça, c'est des éléments qu'on a pu mettre en place. Et aussi, au niveau digital, le gros changement d'échelle s'est fait aussi avec la mise en inventaire digital de tout ce qu'on avait en magasin. Et d'où la complexité parce que nous, la marchandise donnée n'arrive pas toujours dans des boîtes sur des palettes. C'est beaucoup de disparités et des fois un manque de prévisibilité. Alors, on a mis en place des méthodes avec un formulaire de dons intelligent qui va bientôt être en ligne, un inventaire digital qui nous permet de faire des pratiques d'intelligence d'affaires, de mieux prévoir les disparités dans l'inventaire, de pouvoir faire aussi des ventes saisonnières en fonction de la demande. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'on apprend des commerces standard qu'on essaie de mettre en place dans l'usager et donc les surplus. Ouais, est-ce que tu veux nous en dire plus justement sur les problématiques que vous avez rencontrées, là, de passer d'un plus petit bâtiment, d'un plus petit local à un plus gros local, puis vous avez eu cette volonté là d'optimiser la logistique. Oui, Ouais. effectivement. Donc, on avait une grande boîte blanche à combler. On est allé chercher donc des palettiers, des structures d'étagères, on peut changer la diapo, des structures d'étagères commerciales pour l'entreposage de marchandises lourdes qui ont permis donc de pouvoir mettre les choses sur palette et tranquillement de se rapprocher d'un entrepôt de matériaux conventionnels avec des capacités de déplacer de la marchandise lourde entre les allées, une meilleure signalétique. Je pense qu'on peut passer à la suivante. On voit aussi au niveau des flux, donc la marchandise, les dons, la marchandise entrante arrive par l'arrière, on la traite, on la reconditionne et ensuite elle est acheminée vers les rayons du côté magasin. On a aussi une section salle de montre en avant qui sera bientôt mise en place pour un peu comme chez IKEA, c'est-à-dire qu'on a un survol du potentiel de tout ce qu'on a en magasin à l'avant et puis les rayonnages pour trouver les produits. Ce qu'on a eu comme défi, principalement, c'est au niveau de l'inventaire, d'être capable de préciser le plus possible nos quantités. Quand on a de la quincaillerie en vrac, c'est pas toujours évident quand chaque pièce est unique. Mais on essaie de documenter de mieux en mieux pour avoir une meilleure idée des stocks qui circulent et ceux qui circulent moins. Merci Caroline. Puis justement pour un peu mieux comprendre ce qui se passait dans votre entrepôt, vous avez été accompagné par une équipe de chercheurs de l'ETS. Donc c'est Mustapha entre autres qui est avec nous. Et puis Mustapha a participé à l'optimisation, à une meilleure compréhension de votre aménagement des flux pour répondre à vos différentes problématiques. Donc c'est l'expertise de génie des systèmes là qui vient répondre à ça. Mustapha, est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez soutenu RECO là-dedans? Oui, avec plaisir. Donc, c'est un projet qu'on a fait avec mon collègue Amine Chaban et l'étudiant, donc Louis Garvan, qui était étudiant à la maîtrise. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle la recherche-action. Donc, c'était en partenariat justement avec RECO. Donc, Caroline était impliquée. Puis Sylvain aussi, le directeur des opérations, est impliqué aussi au niveau de cette recherche-action qui, basée sur une étude de cas qui est justement l'entrepôt que Caroline avait expliqué auparavant. Donc, on arrivait en même temps qu'il déménageait, donc c'était le bon moment pour le faire. Donc les étapes, donc c'est l'identification du problème, la planification et tout ça. Donc je vais les expliquer au fur et à mesure pour donner une idée un peu aux gens qu'est-ce que ça pourrait être les étapes à suivre si on veut optimiser les opérations. Donc la première étape, c'était l'identification du problème lui-même. Donc comme Caroline l'avait dit, c'est la grande variabilité. Donc il y avait beaucoup de produits. Il y a une grande variabilité au niveau de la qualité, au niveau des quantités. Donc, vous avez ici un peu les différents produits types, les portes et fenêtres, les lavabos, les luminaires, les bains, etc. Donc, c'est plus la quincaillerie, etc. Donc,
lorsqu'on a commencé à discuter avec les gens de Réco, donc on s'est rendu compte que justement, il n'y avait pas le contrôle de la réception des produits qui rentrent. Donc, il y avait cette grande variabilité-là. Et donc, il fallait qu'ils réceptionnaient ça. Donc, le défi, c'était justement comment on peut optimiser les opérations de l'entrepôt. Donc, principalement, c'est optimiser l'espace et les opérations, donc les déplacements, optimiser les déplacements aussi. Et comme j'ai dit, on s'est rendu compte qu'il y avait ce problème-là de variabilité qui était un grand problème que les quincailleries classiques n'ont pas parce qu'eux, ils contrôlent les réceptions, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-ci, dans le cas de la logistique inverse. Habituellement, la logistique inverse est beaucoup plus complexe que la logistique traditionnelle où là, comme on a dit, tout est palettisé, tout ça, ce qui n'est pas le cas ici. Si on peut passer là. Donc, on a planifié le projet. Donc, je n'irai pas dans tous les détails, mais l'idée, c'est qu'il y a une démarche structurée pour collecter les données, comprendre les processus, les flux qui rentrent, les flux sortants, les opérations à l'interne. L'idée, c'est de trouver un peu les relations entre les activités de réception, d'entreposage, d'expédition et tout ça, de conditionnement. Donc, c'est de trouver une meilleure façon d'optimiser ces espaces-là et de réduire les déplacements et de voir un peu l'espace disponible parce que l'entrepôt dans lequel ils ont déménagé a une hauteur de 12 pieds avec après 10 000 pieds carrés. Donc, on a un espace avec les colonnes qui sont déjà là. Donc, ça, c'est un défi qu'on doit tenir compte de ces choses-là. L'idée, c'est d'arriver avec un aménagement qui pourrait être, qui doit tenir compte de toutes ces contraintes-là. Donc, pour la mise en œuvre, donc on a, donc lui, je dois donner le crédit à Louis, c'est lui qui a fait tout le projet. Nous, on l'a accompagné. Donc, il a passé beaucoup de temps sur le terrain, donc de collecter les données, que ce soit pour les produits, les matériaux, qu'est-ce qu'on a réceptionné, les quantités, quand, etc. Et tout ce défi que Caroline avait dit au niveau de la qualité de l'inventaire, donc d'avoir les données exactes sur l'inventaire et aussi savoir qu'est-ce qui a été vendu, etc. Donc, c'est les stocks des ventes. Ça nous permet de voir un peu comment les gens ils faisaient le conditionnement, comment ils faisaient le stock et le stockage des produits. Donc, notre intérêt, c'était de les aider à mieux réceptionner, à mieux conditionner et stocker de façon optimisée pour optimiser l'espace. Et là, vous voyez ici une image, donc on a, donc basé sur l'aménagement qui était proposé par le RECO. Donc, on l'a validé avec eux et on est arrivé avec une proposition. Donc, là où vous avez tout ce qui est palettier, on a utilisé, c'est là où on a stocké les portes qui prennent beaucoup d'espace, beaucoup de volume, qui sont plus lourdes. Donc ça, on a mis les palettiers là avec les portes. Et les étagères, c'est là où on a mis un peu les quincailleries, les produits avec moins de volume, moins de poids. Donc, c'est ça, voilà. Donc, en termes d'indicateurs, donc de performance, ce qui nous intéresse, nous, pour les opérations, c'est l'occupation de l'espace. Donc, on veut maximiser l'utilisation de l'espace, tout en tenant compte, bien sûr, des aspects de santé-sécurité et aussi la rotation. Donc, on avait fait un Pareto, puis on s'est rendu compte que les portes prennent beaucoup d'espace. C'est vrai que c'est le produit le plus vendu, mais aussi ils prennent beaucoup d'espace. Donc, la rotation des portes le taux de roulement il était moins. Donc, il y avait un inventaire très grand par rapport aux ventes. Donc, c'est ça, on a fait cette étude de ABC, donc la Pareto, on a regardé un peu les ventes et on s'est rendu compte, comme j'ai dit, les portes, les fenêtres, les luminaires, les quincailleries. Donc, il y a un certain nombre de produits qui sont les vendeurs, là, qui ont une grande vélocité. Euh, et d'un point de vue environnemental, on a regardé un peu l'indice de circularité et un peu qu'est-ce qu'on aurait pu économiser en termes de sauver en termes de CO2. Donc, si on avait acheté un nouveau produit avec l'analyse cycle de vie par rapport à ça. Donc, c'est un peu ça les grands indicateurs qu'on a regardés. En termes de propositions, donc, comme j'avais dit, lorsqu'on a commencé le projet, l'aménagement était presque fait. On l'a validé, mais par la suite, on a pensé un peu qu'est-ce qui aurait pu être un aménagement de meilleure qualité. Donc, l'idée, c'est plutôt vraiment d'ajouter ce qu'on appelle les cantilevers. C'est d'autres types de palettiers qu'on appelle en porte-à-faux. Ça donne une meilleure flexibilité, ça donne plus d'espace. Ajouter aussi, comme vous voyez ici, les bacs en bleu ici pour tout ce qui est quincaillerie, comme a dit Caroline, les petits produits. Donc, changer les cartons par ça permet une meilleure visibilité, une meilleure traçabilité de ces produits-là et optimiser l'espace à ce niveau-là. Donc, voilà, donc principalement, c'est ça qu'on a fait. En termes de conclusion, de recommandation, le nerf de la guerre, ça reste l'information. Si on a les données précises sur ce qu'on réceptionne, ce qu'on stocke, où est-ce qu'il se trouve et tout ça, je pense qu'on va avoir une meilleure qualité. Donc, de bien caractériser le produit, son poids, son volume, sa qualité, pour pouvoir savoir où est-ce qu'on doit le positionner, à quel endroit, en fonction de sa vélocité et ses dimensions.
Et comme j'ai dit, donc, c'est d'avoir aussi un partenariat, une collaboration avec la ville pour savoir un peu quels sont les immeubles en fin de vie, pour savoir quels sont les produits qu'on peut aller récupérer. Donc, d'avoir un contrôle un peu ce qu'on réceptionne pour faciliter justement la gestion de stock à l'interne, donc, et optimiser un peu les opérations de l'entreprise REC. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce Merci, qu'on a fait Moustapha. en collaboration. Ouais. Merci Mostafa, super intéressant. Puis je pense que c'est utile parce que si on veut que d'autres centres de réemploi se déploient ailleurs au Québec et puis peut-être d'autres à Montréal, il y a potentiellement de l'espace aussi. Ben ça va, je pense que ça va aider à mieux comprendre ces logiques de logistique inverse puis de comment on fait pour optimiser ça. Puis je pense que c'est une étape essentielle pour laisser la place au réemploi puis pour faciliter ben, l'usage de ces matériaux dans des projets. Puis justement, Béchara, vous, c'est dans le projet Duplex circulaire, vous avez voulu vous avez utilisé ou vous avez voulu utiliser certains éléments de chez Rico. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, puis quels freins vous avez rencontrés? Oui, alors c'était justement c'était des fenêtres. Et puis donc c'est un peu particulier parce que c'est des fenêtres qui étaient en fait pas utilisées encore, qui étaient des fenêtres qui avaient été retournées, qui n'avaient pas été utilisées. Et donc quand on les a découverts, on les a mis finalement sur notre radar. On a commencé à voir comment on pouvait les intégrer dans le projet. Donc ça, c'était le petit dessin que j'ai montré tout à l'heure. On a fait une sorte de composition avec les fenêtres. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il y a les besoins des clients qui sont ce qu'ils sont. Donc à un moment donné, les clients font oui, peut-être, mais c'est pas vraiment ça que je cherche, c'est autre chose. Euh, et donc il y a quelques fenêtres qui ont été éliminées pour être remplacées par des fenêtres normales. Et puis il y en a une dernière qui devait rester, qui finalement, quand on est arrivé au moment de la discussion avec l'entrepreneur en charge de l'installation de la fenêtre, sa réaction, ça a été de dire, ben, moi, je ne peux pas garantir l'installation de ça, parce que ce n'est pas une fenêtre neuve. C'est toute la règle, en fait, de toutes les garanties légales qui vont avec la construction qui pose problème. Même si les fenêtres, c'était pas nécessairement des fenêtres abîmées, qui avaient un certain vécu, ça aurait été un autre problème, je pense, encore là. Ouais. Et même là, avec des fenêtres neuves non utilisées, il y avait quand même déjà le souci de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement, ça vaut pas la peine de juste installer toutes des fenêtres pareilles et on oublie les fenêtres récupérées? Euh, Par contre, il y a quand même un intérêt. Il y a un intérêt parce que comme ce sont des fenêtres qui sont utilisées, enfin qui sont pas neuves, il y a des crédits d'impôt qui peuvent être obtenus, je pense. Il y a il y a pas les mêmes frais qui vont avec. Donc, je pense que financièrement, il y a quand même un intérêt pour ça. Et finalement, quand on faisait le travail avec Alexandre, c'est sorti pendant une rencontre de travail. En fait, Alexandre a dit, bon, pour situer un petit peu en architecture, on parle beaucoup de la forme suit la fonction. Donc ça, la fonction donne la forme au bâtiment, en fait. Et puis Alexandre avait dit, en fait, la forme suit la disponibilité. Et c'est vraiment juste, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que quelque part, il faut commencer à penser à la forme du bâtiment, pas comme un résultat esthétique, en fait, mais plutôt comme le résultat de qu'est-ce qui est disponible. Et donc, c'est pour ça que c'est important que ça arrive au début. Qu'est-ce qui est disponible? Et à partir de là, on fait le projet avec ce qui est disponible. Et donc, ça devient très local, très saisonnier, très temporel, en fait. Ouais. Puis, ouais, on voit là le lien avec les différentes échelles aussi. Donc, comme tu dis, c'est bah, avec les trois projets qu'on voit aujourd'hui, il y a l'échelle du matériau avec Réco, là, l'échelle du bâtiment après, puis avec le projet à Trois-Rivières, vraiment comment le territoire, les réglementations territoriales viennent influencer tout ça. Donc, c'est c'est à prendre en compte dans notre nouvelle manière de penser ces différents éléments-là aussi à l'échelle locale. Ouais, puisque tu amènes la question de la garantie des assurances, en effet, c'est un maillon qu'on a identifié comme un point chaud, un enjeu dans le cadre du lab. Donc, c'est quelque chose qu'on voudrait aborder aussi dans les suites, voir comment on peut adresser ces enjeux-là. Il y a quelques pistes à l'étranger d'organisations qui ont réussi un peu à le contourner ou à imaginer des modèles d'affaires qui intègrent ce maillon-là directement. Donc, ouais, une belle réflexion peut-être pour la suite. Ouais. Mais je voudrais un peu poser la question, bah, d'abord peut-être à François, si avec ce que tu viens d'entendre, est-ce que tu vois d'autres leviers pour lever les freins qu'on vient d'entendre dans cette idée-là d'échelle, bâtiment, matériaux, quartier, ville? Ben, tout d'abord, je pense qu'il faut se rappeler que historiquement, hein, les gens récupéraient tout.
On voit dans le Vieux-Québec, en fait, quand on démolit quelque chose, on retrouve les pierres sont reprises pour reconstruire autre chose. Si vous allez à la maison Smith sur le Mont-Royal et vous allez au sous-sol, vous allez découvrir qu'il y a une colonne qui était en fait un ancien bout de colonne qui était de bâtiment du Vieux-Montréal où on voit encore l'inscription. Donc, en fait, pendant longtemps, on a récupéré les murs, les finis. On avait travaillé sur le monastère des Augustines dans le Vieux-Québec où souvent les gens étaient leurrés en ayant l'impression que certaines portes ou fenêtres dataient du 18e siècle. Et en fait, comme les sœurs récupéraient tout, elles reconstruisaient des portes avec les mêmes cadres, avec les mêmes portes qu'elles déplaçaient au fur et à mesure de leurs besoins. Un peu par rapport à ce que dit Béchara, là, la disponibilité. Donc, en fait, c'est plutôt la réalité moderne qui a amené l'idée finalement qu'il fallait tout remplacer par du neuf avec le système de garantie dont on vient de parler. Et je pense qu'une compagnie d'assurance peut très bien calculer le risque et pourrait très bien réfléchir à comment le couvrir, en fait, le réel, parce que c'est simplement c'est un problème de mathématiques, hein, c'est pas plus que ça. Et je pense qu'effectivement, les politiques gouvernementales pourraient beaucoup plus soutenir l'intervention sur la récupération des matériaux et aussi encourager finalement la rénovation du patrimoine bâti. En fait, sans poser une question là, historique ou commémorative, là, comme généralement on impose. Simplement une logique simplement de donner un deuxième cycle de vie à des bâtiments qui sont là. Sur lequel, comme a dit Béchara, il y a des couches qui sont encore parfaitement fonctionnelles et d'autres qui ont besoin d'être remplacées. Et puis, effectivement, de permettre, en ayant éventuellement des récos dans plusieurs régions du Québec, de permettre à ce moment-là une économie circulaire régionale qui puisse se mettre en place avec une certaine logique. Euh, mais bien que ce soit possible, ça devient un peu drôle de s'imaginer qu'on va envoyer de Gaspé à Montréal une pièce, soi-disant parce qu'on veut la récupérer. Je pense qu'on aura perdu la circularité dans le transport. Mais c'est vrai qu'on peut penser, et on l'avait vu en travaillant dans le cas de Trois-Rivières, parce que vous aviez soulevé la question des déchets, en fait, que c'était assez important régionalement, en fait, l'augmentation des déchets liés aux travaux de rénovation. Donc, je pense que c'est vraiment d'amener les politiques publiques, à la fois au niveau municipal, puis au niveau provincial et éventuellement fédéral, à soutenir, en fait, ce travail d'acupuncture. Et effectivement, un des points qui est assez critique, c'est qu'un travail d'acupuncture, c'est un travail de chirurgie, hein, c'est un travail de délicatesse dans lequel il faut beaucoup de discernement. Ça, c'est effectivement un travail qui n'est pas un travail normatif, qui est un travail de professionnel, qui est un travail qui demande de trouver une réponse qui est une réponse sur mesure. Et là, effectivement, ce qui est un peu le paradoxe, c'est qu'on l'a vu, la plupart des projets sont des petits projets sur lesquels, effectivement, aller chercher un professionnel, c'est un choix qui semble relativement coûteux. Effectivement, à ce niveau-là, les gouvernements n'ont jamais beaucoup pensé à comment soutenir l'emploi de professionnels. Et je mentionnais, là, qu'on s'était rencontrés à Alice et Hortense, qu'aux États-Unis, par exemple, dans la rénovation dite patrimoniale, ben, effectivement, les honoraires d'architectes sont déductibles d'impôts. Donc, ça explique quand les gens s'étonnent de la beauté des villages de la Nouvelle-Angleterre, c'est pas parce que les gens de la Nouvelle-Angleterre sont vertueux, c'est simplement qu'on leur donne les moyens de bien faire. Et ça, effectivement, ça changerait beaucoup. Mais c'est aussi une culture, hein, parce que, dans le fond, on le sait, il y a beaucoup d'architectes qui font ce genre de travail-là, mais même nos associations professionnelles sont encore plus sensibles aux grandes firmes et aux grands projets au travail d'acupuncture. Ouais. Puis ouais, ben, je pense que tu as mentionné quand même la fiscalité là, comme un levier important là, pour favoriser les différentes initiatives. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Moi, je peux dire que c'est un de nos avantages concurrentiels, si on peut dire. Donc, quand les gens décident de donner chez RECO, ils reçoivent un reçu de charité à la juste valeur marchande de leur don. Donc, par exemple, au lieu de payer pour un conteneur pour se débarrasser de vieux vitraux parce qu'ils veulent avoir des nouvelles fenêtres éco-énergétiques, ils viennent nous porter. Les vitraux ont quand même une grande valeur sur le marché de la revente. Nous, on peut donc émettre le reçu de charité, puis ensuite, on diffuse l'information. Puis justement, pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure, il y a des gens en Gaspésie qui nous appellent parce qu'on diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux notre offre.
Et assez rapidement, on se fait appeler pour les vitraux très régulièrement parce qu'on a des fois, c'est des sets, des ensembles de plusieurs, 8, 9 vitraux pour une façade. Donc, Il y a de la c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est un levier qui peut changer beaucoup de choses, comme on peut le voir dans l'Ouest canadien déjà. Beaucoup d'entrepreneurs en démolition qui se convertissent vers la déconstruction parce qu'il y a des incitatifs municipaux pour le faire. Ouais. Je pense que ça répond. Ouais, non, mais vas-y, justement, j'allais me tourner un peu vers les questions qu'il y a qu'il y a dans le chat, Hortense, si tu veux nous en tourner. Dire quelques-unes. Bah, c'est ça, il y a une question justement autour des leviers sur comment peut-on faire pour exiger ou imposer ou faire en sorte que la rénovation circulaire, le réemploi soit implanté. Donc, je pense qu'à vous deux, puis à vous trois même, vous en avez évoqué pas mal. Puis, si je résume, il y a donc les politiques gouvernementales, la fiscalité, développer l'accessibilité locale aux matériaux de réemploi, l'intervention des professionnels avec des incitatifs fiscaux, le changement de culture dont tu as parlé François, qui n'est pas une mince affaire, qui semble assez structurant. Bécharat a mentionné aussi la question du financement, je pense, tantôt. Enfin, en tout cas, des tensions financières aussi. Donc, est-ce qu'il y a des mécanismes à inventer pour aider les gens, les particuliers, à privilégier ces choix-là, des choix qui sont plus circulaires? Moustapha nous a parlé de la qualité de la donnée. Donc, on dirait qu'il y a vraiment plein de leviers qu'on identifie, mais qui restent encore à activer ou à pousser plus fort dans les prochaines années. Ensuite, on a une question sur le répertoire. Est-ce qu'il existe un répertoire de magasins de circularité par région? Il n'y a pas puis Caroline, corrige-moi, je pense qu'il n'y a pas de répertoire en tant que tel. Il y a plusieurs infos sur Québec circulaire notamment. Notre directeur général, Bruno Demers, avait mis sur pied un site qui s'appelle Rénocyclage. Et à l'époque, il avait répertorié un peu sur l'ensemble du Québec les différentes initiatives en réemploi, des îles de la Madeleine jusqu'en Outaouais. Je pense que c'est plus totalement à jour, mais c'était un point de départ. On compte bien sur la relève pour pouvoir refaire ces analyses-là pour bien documenter. Peut-être même que ça pourrait être sur le site Construction circulaire, on ne sait jamais. C'est une perche. Désolée. Mais je me dis que finalement, ce qui est vraiment bien, c'est la systématisation des choses. C'est que plus la chaîne d'approvisionnement circulaire va être organisée et claire. Disponible. Ben, oui, la disponibilité diffusée, voilà. Mais systématique, ça fait que du coup, on n'a pas l'impression que c'est anecdotique. On va aller chercher une porte parce que bon, ça donne qu'elle existe quelque part. En fait, ça devrait être quasiment le premier arrêt en disant bon, qu'est-ce qui est disponible? Et ensuite, on complète avec ce qui n'est pas disponible en neuf. Plutôt que de faire le contraire, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup le contraire pour le moment. Effectivement. D'ailleurs, chez Réco, vous avez une stratégie intéressante aussi de vous placer dans le quartier Chabanel où il y a d'autres vendeurs de matériaux neufs aussi. Donc, on peut imaginer que ces stratégies-là vont permettre aux gens de mettre ça sur leur route dans le fond plus facilement. C'est quand même intéressant. Et pour revenir aussi sur ce qu'on avait eu, finalement, nous, avec les retours de produits non utilisés, ça, je pense que c'est un grand atout. Donc, il y a le côté patrimonial des produits plus utilisés, qui ont une certaine platine et tout, ou sinon carrément des produits neufs, mais qui sont plus neufs en tant que tels, et qui ont qui sont des surplus. Des surplus. Ça, c'est vraiment bien parce que on est presque dans le neuf, mais on n'est pas dans le neuf, et ça ouvre toute une nouvelle porte. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une dernière question qu'on peut prendre qui demande si on a finalement, c'est une question qui revient souvent, est-ce qu'on a une preuve est-ce qu'il y a eu des problèmes en utilisant des matériaux issus du réemploi, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des soucis d'infiltration, de structure, de performance? Puis je vais vous laisser répondre, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de perceptions là-dedans. On a parlé des enjeux de garantie professionnelle aussi, puis on a aussi l'enjeu que l'économie linéaire, les façons de faire habituelles, elles sont là, elles n'ont pas à se justifier, alors que l'économie circulaire doit venir à l'inverse argumenter pourquoi c'est valide. Donc il y a aussi cette distorsion-là dans les perceptions de on a toujours fait comme ça, donc on a tendance à continuer à vouloir faire comme ça, même si les nouvelles solutions peuvent amener d'autres avantages. Moi, j'aimerais dire on peut requalifier des matériaux anciens vers des nouveaux usages. Donc, parfois, si une structure en acier n'a plus la capacité de la même capacité de portance, on peut la rediriger vers des plus petits ouvrages qui vont permettre de faire le travail au lieu de la refondre pour faire autre chose. C'est un objet fini qui a encore un gros potentiel.
Je peux parler de la brique, par exemple. C'est un exemple que je connais mieux parce qu'on est en partenariat avec Briques Recycle. Le problème, c'est pas la brique, c'est comment on l'installe. Donc, le maçon va toujours avoir sous sa responsabilité de s'assurer que la brique soit neuve ou pas, qu'elle n'est pas fissurée, qu'elle n'est pas inadaptée à la pose sur le mur. Donc, souvent, les problèmes qui vont venir par la suite, c'est pas tant la matière initiale qui avait été certifiée en passant au début, mais c'est plus comment ça va être installé. Donc, penser aux détails qui vont peut-être occasionner des problèmes parce que c'est au niveau de la mise en œuvre que des fois, il peut y avoir des petits soucis. C'est là qu'on voit la question de la sensibilisation, compétence des professionnels aussi sur toute la chaîne de valeur. Exact. D'avoir cet œil-là, puis là d'assumer aussi d'utiliser ces matériaux-là en se disant, moi, j'ai la compétence pour le vérifier, par exemple. C'est ça. Puis c'est de penser que si on enlève des fenêtres qui ne sont plus aux nouvelles normes éco-énergétiques, ça ne veut pas dire que la fenêtre ne peut pas servir pour un cabanon de jardin ou pour une serre. Donc, l'idée, c'est de convertir des éléments architecturaux qui sont moins adaptés aux normes d'aujourd'hui vers d'autres usages qui sont encore performants pour ces usages-là, au lieu de penser à jeter du tout début. Moustapha, vas-y. Ben, j'allais juste compléter la réponse de Caroline. Je pense qu'il y a d'autres secteurs qui ont réussi à le faire. Le secteur de l'automobile, l'électronique et plein d'autres secteurs qui ont réussi à réutiliser. Donc, mais là, il faut moderniser le contrôle de la qualité, certifier, etc. Donc, c'est pour réintroduire ces produits-là. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans d'autres secteurs. Il y a beaucoup de recherches qui ont été et que c'est démontré que c'est possible de le faire. Donc, ce secteur-là peut le faire aussi ouais. Belle inspiration. Belle inspiration, effectivement. C'est bien. C'est ce qu'on essaie de faire aussi dans le lab, des fois, d'aller voir ce qui se passe dans d'autres secteurs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en construction. Je vais juste prendre une dernière question parce que je pense que François, si tu peux y répondre rapidement. Oui. C'est les municipalités/villes soutiennent peu les petits propriétaires, entre parenthèses, subventions, les propriétaires qui veulent rénover. Donc, c'est quelqu'un qui demande si c'est vrai ou pas. On n'a pas beaucoup de temps, fait que juste une réponse. Très rapidement, en fait, il y a une situation paradoxale, c'est que les villes du Québec sont obligées de faire un inventaire du patrimoine. Mais cet inventaire du patrimoine, il n'est pas basé sur les qualités matérielles du bâtiment, il est basé souvent sur sa valeur commémorative. Donc, dans le cas de Trois-Rivières, par exemple, ce qui est considéré comme valeur supérieure, c'est le cégep et l'université, qui sont des bâtiments, en fait, assez récents. Et donc, l'argent est disponible pour les bâtiments aux côtés, comme le cégep et l'université, et pas disponible pour les petits bâtiments résidentiels qui, eux, sont considérés comme moyens ou sans intérêt. Donc, il y a un problème dans la nature, en fait, dans l'objectif des inventaires. C'est-à-dire que c'est des objectifs qui ont une valeur dont la préoccupation est plus sociale que matérielle. Et c'est ça, en fait, le blocage. Il y a de l'argent. Si on prend, par exemple, à l'inverse, le cas du Vieux-Québec, où tout le Vieux-Québec est couvert, bien, effectivement, depuis les années 60, la Ville de Québec subventionne une partie des travaux de rénovation avec un certain nombre de contrôles sur le choix des matériaux. Et c'est pour ça que le Vieux-Québec, aujourd'hui, est en meilleur état, en fait, historique qu'il était dans les années 60. Donc, ce n'est pas du tout des méthodes qui nous sont inconnues. Elles existent dans le Vieux-Québec, mais effectivement, la démarche n'est pas appliquée ailleurs dans les autres villes du Québec. Et effectivement, c'est un travail qui est à faire, mais qui, effectivement, n'a pas été compris par le ministère de la Culture qui pilote les inventaires actuellement. C'est pour ça que les municipalités ne savent pas vraiment comment aider. Puis là, j'aimerais, merci pour la réponse, François. Puis je vais quand même faire référence aussi au guide qui a été développé par Entremise dans le cadre du projet à Trois-Rivières, où justement, Francis est venu présenter il y a quelques webinaires sur les différentes actions que les municipalités peuvent prendre justement pour favoriser et mieux soutenir le réemploi des bâtiments.
Puis on parle aussi des leviers réglementaires la semaine prochaine. Oui, et on parle Tout à des fait. réglementaires la semaine prochaine. Donc, il y a beaucoup d'informations sur la question. Donc, merci tout le monde pour vos questions qui ont été nombreuses. Merci à vous pour vos réponses. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un courriel à Hortense ou à moi. On va mettre les courriels dans le chat. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Le prochain webinaire, c'est le webinaire numéro 7 qui a lieu lundi. À 11 heures, ça va être l'occasion d'explorer les différents leviers réglementaires qui permettent de soutenir la circularité à différentes échelles, donc l'échelle municipale encore une fois, mais aussi l'échelle provinciale. Et donc même si on en a un peu parlé là dans ce webinaire-là, on va aller plus en détail là-dedans. On vous met le lien pour vous inscrire dans le chat également. Puis, comme promis, voici donc le lien vers notre nouvelle plateforme du Lab, où vous allez trouver les différents livrables, les différents rapports, documents, outils qui sont issus des projets du Lab. Elle vient d'être mise en ligne, c'est une version bêta, donc n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires si vous voyez des choses qui fonctionnent moins bien. Et vous trouverez aussi les rediffusions de ce webinaire et des webinaires précédents en utilisant les différents filtres de recherche. La plateforme, elle a été elle a été réalisée en fait grâce au soutien de la ville de Montréal et du ministère de la Culture dans le cadre de l'ensemble de développement culturel. Elle va être, c'est dans le cadre de la trousse qualité design de la ville de Montréal qu'on a pu la développer. Donc en primaire, voici le lien de la plateforme. Finalement, je me tourne une dernière fois vers nos quatre invités. Donc, notre série s'appelle Expérimenter la circularité. Puis on pose, comme vous le savez maintenant probablement, la même question à tous nos invités au cours des webinaires. C'est le fil rouge. Donc, que retenez-vous en un mot de votre expérience ou de votre expérimentation au sein du lab? Un ou deux mots, voilà. Il nous reste que 3 minutes pour clore. On va clore là-dessus. Donc, Béchara, est-ce que tu veux y aller? Tu as déjà eu un mot, tu as le droit d'en choisir un autre. Je dirais aller collaboration. Je pense que c'est vraiment c'est un travail qui se fait ensemble, ça ne peut pas se faire tout seul. Et que ce soit le thème et la façon de travailler, je pense que c'était vraiment très, très bien par rapport à ça. Il faut collaborer, il faut travailler ensemble. Ouais. Puis tu l'as dit aussi, genre sur Duplex Circulaire, l'idée c'était vraiment de ramener les acteurs ensemble. C'est ce qu'on a entendu aussi dans d'autres projets du Lab, c'est vraiment la clé de collaborer. Ouais. Caroline? Ben, pour moi, c'est dans la même veine, ce serait cohésion et cohérence. Donc, ça a permis de connaître les autres parties prenantes et de travailler ensemble au lieu de travailler en silo. Pour moi, c'est vraiment ça l'expérience, l'enrichissement à travers tout ce long processus. Puis en ligne, François, est-ce que tu veux y aller? Oui, ben, pour commencer, simplement, la réalité est toujours plus intéressante que la fiction. C'est-à-dire que de connaître les choses sont importantes pour pouvoir agir. Et c'est ce que nous avons découvert à la fois dans notre recherche avec vous et après avec les échanges avec les différents partenaires, dont le webinaire aujourd'hui. Ouais. Merci François. Et toi, Mustapha? Pour moi, je trouve tout le temps que la logistique inverse, c'est compliqué. Ça l'est aussi dans la construction, mais les impacts sont vraiment très positifs au niveau environnemental et ouais. Super, bah merci pour vos réponses. Merci à tous les quatre d'avoir été là. Je pense qu'on a encore eu des discussions très riches. Donc, merci François, Béchara, Mustapha et Caroline. Merci Hortense, mon acolyte. Et puis, merci Carl et Émilie, que vous voyez pas, mais qui sont là en backup avec nous pour le soutien technique. On se quitte, puis on se retrouve lundi pour l'avant-dernier webinaire. Bonne journée, puis surtout un grand merci. Merci à tous. Au revoir. Merci.